Est-ce que vous avez conscience que dans la vie, chacune de nos actions, chacun de nos choix, et même de nos non-choix d'ailleurs, nous façonnent et nous conduisent à devenir qui nous sommes aujourd'hui, là, dans le moment présent. Pour devenir qui nous sommes, on passe tous par des étapes, joyeuses, difficiles, souvent douloureuses, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans cette nouvelle émission, pour devenir qui je suis, on va tenter, tous ensemble, de comprendre, d'analyser les différentes étapes d'une vie au travers de 5 objets qui caractérisent chacun une période précise et décisive dans un parcours de vie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment cette jeune femme, qui a malgré elle secoué les codes de la télé-réalité, est devenue celle que vous voyez à la télévision, mais aussi sur ses réseaux sociaux. Découvrons tous ensemble comment Natania est devenue qui elle est. Natania, est-ce que tu as déjà pris le temps justement d'analyser ton parcours de vie et les différentes étapes qui ont constitué ta vie jusqu'à aujourd'hui? Oui, j'ai pris le temps. Hem, Après, pas sur le coup. Sur le coup, j'ai vraiment plutôt vécu les épreuves, sans vraiment avoir le temps de me dire: «Waouh, je suis en train de vivre ça», genre. Mais avec le recul, je me suis dit: «OK, maintenant il faut quand même que tu penses à toi et que tu penses surtout à te reconstruire». Je te propose de commencer par ouvrir le premier chapitre de cette interview, de ton interview, Ouais. c'est mon nouveau format pour devenir qui je suis, de nous proposer le premier objet que tu as emmené. Qu'est-ce Alors, que c'est? pour le premier objet, j'ai tout simplement pris une photo de ma maman, Ouais, qui est d'ailleurs trop, trop belle. Parce que, bah, c'est quand même le commencement de tout. Faut pas oublier que ma maman est partie quand j'avais 2 ans et que, bah, comment tu fais comprendre à une enfant que, bah, qu'elle aura pas sa maman, que son papa n'est pas là, enfin, c'est un peu compliqué et en fait, j'avais besoin de, comment dire? De rendre ça comme une image et en fait, je me rappelle que petite, je devais avoir genre 5 6 ans et je disais: «Ah, bah, alors si maman elle est morte, ça veut dire qu'elle est dans les étoiles». Et ma sœur me disait: «Oui, elle est dans le ciel». Je disais: «Ah, bah alors quand on va prendre l'avion, on va voir maman». Et à chaque fois que je prenais l'avion et à chaque fois, je cherchais ma mère dans les étoiles. Et c'était vraiment cette période de ma vie où je me sentais quand même très, très seule. Parce qu'au final, bah voilà, ma sœur avait 22 ans. J'étais une petite fille qui, du coup, bah, j'avais personne autour de moi. J'avais pas grands-parents, j'avais pas d'oncles, pas de cousines. Enfin, personne ne se voyait, quoi. On était vraiment chacun de notre côté. Donc, j'avais cette solitude et cette question autour de ma maman. elle a quel goût ton enfance quand tu repenses ta toute petite enfance? Elle a quelle odeur? Elle a l'odeur d'une femme forte malgré tout qui essaye de se battre, donc je dirais ma sœur. C'est vraiment ce truc de, voilà, on est en fait, pas emmenés à vivre. On n'était pas moi personnellement, j'étais pas amenée à en tout cas à être, miraculée. J'aurais dû, avoir un gros problème à la naissance et ma sœur aurait peut-être pas dû aussi finir maman et mon frère aurait dû terminer à la DAS et en fait, c'est juste des gens qui ne sont pas censés être là, qui viennent de la même famille, mais qui sont quand même déchirés de l'intérieur, qui essayent de s'entraider. Voilà comment je vois mon enfance. On essaye de survivre à la perte de ma mère, puisqu'au final, c'est pas comme si elle était décédée d'une maladie où on a pu l'accompagner. C'était voilà, un suicide après, voilà, elle a fait quand même 13 ans de tentative de suicide. C'est très, très long. Elle était sous une emprise? En fait, elle avait complètement perdu le contrôle de elle-même ou perdu le contrôle de la mort et de la vie. Et puis un jour, malheureusement, c'est un fil très fin, la mort et la vie. Et puis un jour, bah, c'est fini, tu vois. Et c'est fini, au final, c'est fini pour nous, c'est pas fini pour elle. Elle, bah, ça y est, c'est quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour nous que c'est dur. C'est pour nous que comment on va se reconstruire, comment on va vivre sans une maman, comment une sœur va devoir prendre le rôle d'une maman. Moi, enfin, j'ai genre entre 5 et 6 ans, je savais même plus comment appeler ma sœur. Et c'est là où est venu ce nom de Tata. Parce que j'allais pas l'appeler par son prénom, parce qu'on avait quand même ce truc trop mère et fille. Mais je me voyais pas de l'appeler maman, parce que je comprenais que maman était avec les avions là-haut. Et donc Samantha, bah, j'ai pris le Tata de Samantha et c'est venu le Tata. Toute petite, est-ce que tu te comparais aux autres jeunes enfants, aux autres familles? Je Est-ce que dirais tu que voyais une différence? c'est venu plus tard. C'est pas venu avant mes 8 ans. Ouais, D'accord. c'est pas Et venu je avant crois mes que c'est le 8 ans. second objet C'est le second que tu nous objet. as apporté. J'ai décidé de prendre une bougie d'anniversaire
parce que ça s'est passé le jour de mon anniversaire de mes 8 ans. Oui, mais pas n'importe quelle bougie, parce que Non, cette bougie, c'est la bougie 8. ouais. C'est une année C'est particulière une pour toi, année c'est un vraiment âge particulier. C'est ouais, il y a vraiment eu l'avant et après 8 ans. Euh, Tout simplement parce que avant mes 8 ans, on n'a pas encore vraiment conscience, tu vois, qu'on va être orphelin. On ne comprend pas encore déjà ce que ça veut dire qu'être orphelin et quelle est notre place au final dans la société pour des gens qui on n'est pas vraiment protégés. On ne sait pas trop. En fait, on n'a pas ces gens qui vont nous diriger dans nos vies. Et le jour de mes 8 ans, en fait, c'est le jour où j'ai appris que ma mère n'était pas décédée d'une crise cardiaque comme je pensais, mais qui était décédée d'un suicide. Et à 8 ans, quand tu comprends qu'en fait, ta maman a volontairement voulu se tuer, tout en sachant qu'elle avait des enfants derrière, c'est compliqué de le comprendre, tu vois. À 8 ans, tu as ressenti quoi? De Je me la sens colère, de coupable. l'incompréhension, de la Coupable. culpabilité? Ouais, coupable. Dans ma tête, c'était... elle a eu mes frères et sœurs avant moi, elle a survécu, elle m'a eu moi, elle est morte. C'est ma faute. Genre, c'est moi qui ai privé mes frères et sœurs de ma mère. Genre, je me suis sentie vachement coupable. Et puis après, j'ai aussi appris le même jour que mon père n'était pas mon père. Donc là, tu te dis, waouh, ok, mais je suis qui? Je suis qui alors? Si cet homme que, au final, je vais le voir quelques fois en Thaïlande, n'est même pas mon sang, alors qui est mon sang? Et Quel t'as pas était de ce secret de réponse. famille? Comment tu l'as découvert? Alors, je l'ai découvert. En gros, ma sœur, à ce moment-là, n'avait plus beaucoup d'argent. On est parti sur une toute petite île qui s'appelle Isola d'Elba, donc l'île d'Elbe, qui est entre l'Italie et la Corse, où on s'est réfugié pendant 2 mois. Donc voilà, elle était avec son petit copain et tout. Et c'était le jour de mon anniversaire. Et je crois qu'elle avait appris que son petit copain l'avait trompée ou un truc comme ça le jour de mon anniversaire. Et voilà, ma sœur, c'est quelqu'un qui était... c'est très extraverti. Il y a beaucoup de choses qui vont très vite. Moi, je me rappelle qu'elle nous tapait beaucoup de crises dans le sens où peut-être que c'était aussi trop sur ses épaules et je suis pas là pour la juger ni pour la critiquer, mais plutôt pour comprendre. Et je comprends qu'à 21 ans, devenir maman du jour au lendemain, t'arrives pas à gérer tes émotions, surtout que tu perds ta mère et tout, et que ton père prend la fuite. C'est pas évident. Et au final, je sais pas pourquoi ce jour-là, elle a eu ce besoin de me dire les choses, mais je suis rentrée de la maison, on avait une petite maison. Je me rappelle, genre, fallait monter une petite montée. On est rentré, il y avait mon gâteau d'anniversaire sur la table, avec la petite bougie 8, qui était d'ailleurs, je crois, rose ou rouge, il me semble. Et puis on s'est mis à pleurer et elle m'a dit, écoute, s'il m'arrive quelque chose, il faut que je te dise ces choses-là. Et on s'est mis dans le lit et j'ai écouté comment ma mère a fait ses tentatives de suicide. Et quand je suis rentrée de ce voyage, que j'ai repris l'école, j'étais plus la même. Il y a une partie de moi qui s'est brisée parce que j'ai commencé à réaliser qu'au final, j'avais besoin de ma maman. J'ai commencé à réaliser... En fait, j'ai eu le malheur de me confier sur ça à l'école. Et je me rappelle qu'une petite fille venait tout le temps me voir pour me demander comment ma mère était morte, comment ma mère était morte. Et le jour où je l'ai confié à ma copine qu'en fait elle s'était suicidée, cette fille-là est venue me voir en me disant « mais c'est toi qui l'as tuée ». Et c'est très brutal. Et en fait, c'est ça, à l'école, j'ai vécu ça très tôt. Très tôt, on a commencé à se poser des questions. Et en fait, je suis devenue très tôt, tu sais, les enfants, c'est méchant et bête. Et du coup, j'étais... des choses que moi, je pensais vraiment, eux l'utilisaient pour se taquiner. Mais c'est des choses qui étaient sincères. En moi, je pensais vraiment être la coupable du décès de ma mère. Tu vois? Donc en fait, je me suis complètement... J'étais une fille hyper joyeuse avant mes 8 ans. Je suis devenue hyper sauvage. C'est le mot que ma sœur employait pour me décrire. Sauvage. Parce que le 8, je me permets de rebondir, c'est aussi le symbole signes de l'infini. Ouais. Et c'est cet âge-là, Qui a c'est cet déterminé beaucoup de choses. objet-là que tu as choisi d'emmener et qui marque une césure dans ta vie. Ouais, il y a vraiment l'avant et après Natania. L'après, c'est quelqu'un qui, déjà, j'ai cessé de parler à mon beau-père. Bon, il ne l'a pas remarqué au bout de 4 ans, mais c'est pas grave. Donc j'ai cessé de lui parler. J'en voulais énormément à ma sœur, tu vois, parce il fallait que j'en veuille à quelqu'un. Et il y a eu ce truc de culpabilité, mais un truc de fou. Et tu sais, quand tu te sens coupable de quelque chose d'aussi grave, tu deviens tellement violente et tellement sauvage avec les gens. Pas parce que j'en voulais à terre entière, parce que je m'en voulais à moi, en fait. Je m'en voulais à moi et j'avais tout le temps ce besoin de mériter de l'amour, tu vois. Donc ça a été une période assez compliquée. Comment tu te construis quand tu as 8 ans, que tu découvres que ta maman n'est pas partie d'une maladie ou d'un accident, mais qu'elle s'est suicidée, qu'elle s'est ôté la vie, et quand tu découvres que T'as un rapport à la l'image mort différent. de la paternité que tu avais est complètement faussée en fait. Déjà, t'as un rapport à la mort qui est complètement différente. Ça va paraître peut-être grave, mais petite fille, j'imaginais le suicide comme un repos.
J'avais qu'une envie, moi, quand on me demandait qu'est-ce que tu avais envie de faire dans la vie, c'était je veux rejoindre maman, tu vois. Je veux mourir, genre. Mais pas parce que j'avais envie de mourir, parce Non. que pour moi, c'était la suite logique des choses. Tu vois, on a toujours eu cette chose. Et puis après, genre, ne pas connaître ton père aussi, tu te dis, mais en fait, pourquoi je suis sur cette terre? Quelle est ma place, en fait, puisque personne ne veut de moi? Ma mère s'est suicidée. Mon père, peut-être qu'il veut même pas de moi et qu'il m'a même pas reconnue, on sait même pas qui c'est. Au final, quelle est ma place et pourquoi je suis là? Qui me veut? Où je mérite ma place sur cette terre, tu vois? Le fait de ne pas pouvoir justement, d'avoir des difficultés en tout cas à trouver ta place, à savoir d'où tu Mm. viens, à pouvoir euh, matérialiser ces filiations, Ouais, bah, t'as pas de ça crée repère. quoi en fait en soi? Tu deviens, en fait, tu deviens à la recherche de tout le temps quelque chose qui peut te maintenir en vie. Tu cours après quoi? Tout le temps. Bah, moi, je courais tout le temps après quelque chose. D'ailleurs, tu vas trouver peut-être ça bizarre, mais j'adorais aller chez mes copines parce que j'adorais leur maman. J'adorais ça. Ce truc de... elle les coiffait le matin, elle faisait des petits sacs, genre, pour le goûter. Et c'est vrai après ça, mes copines, elles voulaient plus m'inviter à la maison parce qu'elles avaient peur que je leur vole leur maman. Alors que la mienne, bah, elle s'était déjà envolée, quoi. Tu vois? Donc, tu es tout le temps à la recherche, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, bah, plus tu recherches, plus tu sais que tu n'auras pas ce que tu as. Et ça te met tout le temps en pleine gueule, genre, hé meuf, ta mère, elle est morte, ta mère, elle est morte. Et ça tous les jours. Dès que tu rentres de l'école, bah, ta mère, elle sera pas devant l'école parce que ta mère, elle est morte. Et c'est tous les jours. Et à 8 ans, c'est brut, trop brut comme révélation de le comprendre. Tu vois? Cette maman qui t'a laissé parce Mm. qu'elle était en prise elle-même peut-être à des souffrances, Ouais. euh, tu ne lui en veux pas. Je l'aime plus que tout, ma mère. Ma mère, c'est ma prunelle, elle est tatouée partout. Elle est tatouée partout parce que quand j'étais petite, j'en ai voulu à une période où je disais, mais c'est pas ma mère, de toute façon, elle voulait pas de moi, bah, je veux pas d'elle. Ça m'est arrivé. Et puis un jour, bah, Dieu, il fait très bien les choses. Dieu, il te met plein d'épreuves. Et je peux comprendre en tant que femme qu'à un moment donné, tu pètes un plomb. Que ton cerveau, à un moment donné, bah, voilà, en fait, c'est ton corps qui prend le dessus sur tes sentiments. Et ça, c'est plus contrôlable, tu peux plus contrôler ça. Donc, je veux plus la juger parce que tout le monde a ses faiblesses, tout le monde a son passé. À l'heure actuelle, je vais pas te mentir, j'ai 20 ans, je comprends toujours pas comment on peut être maman et laisser un enfant. Faut pas oublier que j'avais 1 an et demi, tu vois, 1 an et demi, laisser un bébé d'1 an et demi, je le conçois pas. Je le comprends pas, je le conçois pas. Et pour moi, c'est une preuve que peut-être qu'il n'y avait pas assez d'amour de sa part. Mais je ne juge pas cette situation. Et moi, bah, au final, je pense que je l'aime plus qu'elle m'a aimée. Mais je l'aime toujours et je l'aimerai toujours. Tu lui parles? Tu t'adresses à elle? Tout le temps. Il n'y a pas un jour que Dieu fasse où je lui parle pas. Mais par contre, je ne peux pas aller sur sa tombe. Non. Tu fais un blocage? Le fait d'aller, genre, je me dis, waouh, il y a un corps en dessous. C'est genre ma mère, c'est des cendres. T'as un rapport particulier avec la vie et la mort, hein. Je Ouais, comprends. j'ai un rapport vachement particulier avec la vie et la mort, dans le sens où j'ai toujours été tellement proche d'elle. Tellement. En fait, je suis née, j'ai failli mourir. Ma mère, dans sa maladie, a voulu me tuer avec un ciseau en étant enceinte de 5 mois. Elle a pris des médicaments, de l'alcool, elle a été internée pendant la grossesse. Tu vois, donc j'ai toujours été sur ça, entre le fil de la vie et la mort. Et toute ma vie, ça a été ça. Tu vois, toute ma vie. En troisième objet, qu'est-ce que tu as choisi d'emmener aujourd'hui pour parler d'une période de ta vie? Ça va être peut-être un peu brut, mais j'ai choisi une laisse de chien. Voilà. Une laisse. Pourquoi une laisse? Une laisse de chien parce que la troisième période de ma vie qui m'a le plus marquée, bah, ça a été la rencontre comme je l'appelle, l'emprise. Cet homme, quand j'avais 15 ans, qui en avait 20 et qui a fait de moi un animal. J'étais un animal. J'ai perdu... je n'avais plus le droit à quoi que ce soit, en fait. Plus le droit du tout. À rien. Je n'avais plus le droit de parler, plus le droit de ressentir. J'étais sa chose, comme bon le semblait. Tout le temps. Parce qu'une laisse, moi, ça a une connotation animale, ça a une connotation de tenir un chien en laisse, malgré lui. C'est vraiment ce truc de... Il y a le pouvoir et la soumission. De le soumettre, parce que justement, l'animal n'a pas la même communication, le même langage que nous. Donc en tant qu'être humain, je ne parle pas de moi, mais
l'être humain dans sa condition se sent supérieur aux autres espèces. Mais c'est exactement ce qui se passait en fait. C'était que, en fait, tu vois, genre, c'était une période de ma vie où je viens de perdre quelqu'un de très très proche pour la première fois de ma vie. C'est-à-dire que ma mère, je l'ai perdue, j'étais enfant. J'ai jamais été à un enterrement, je n'ai jamais vu tout ça. J'ai déjà tout perdu dès que j'étais née en fait. Je suis née avec rien, donc perdre, c'est pas quelque chose que je connaissais. Et là, donc, je perds quelqu'un de très proche pour moi. J'apprends donc que j'ai un problème de santé grave, donc je suis hospitalisée. Et ma sœur est en voyage tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, je suis tout le temps seule. Et à un moment donné, cette solitude me dit, mais en fait, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Et je pense qu'à l'âge de 15 ans, tu as ce truc de vouloir connaître ton père à tout prix. Tu as besoin de cette figure paternelle, tu as besoin de cette autorité, tu as besoin de ça. Et ce mec-là m'a apporté ça dans le sens où c'était tu ne sors pas, tu fermes ta bouche, tu rentres à telle heure. Tu m'appelles maintenant. Si tu fais pas ça, bah t'es une grosse pute. Et c'était tout le temps. Et en fait, n'importe qui, ça interpelle en te disant mais c'est quoi ce malade? Et ben moi, c'était ah ouais, il m'aime. Ah oui, donc t'as été faussée, l'image de l'amour, elle était complètement Complètement. faussée pour toi. C'était plus il m'insultait, plus il voulait m'empêcher, plus il m'aimait, plus c'était de l'amour pour moi. Tout le temps, genre. Est-ce que tu penses que quand on s'aime pas soi-même, on est attiré vers des personnes négatives? Mais en fait, le truc, c'est que j'avais ce truc de. C'était une période de ma vie où je pense que pour ressentir quelque chose, j'avais besoin de souffrir. Sinon, je ressentais plus Tu rien. recherchais cette souffrance? Inconsciemment. Inconsciemment, oui. Parce Elle- que je ne ressentais plus. En fait, il y a des moments où je relis mes textes de quand j'étais petite et que je me dis, putain, j'ai 14 ans quand j'écris ça. On dirait une femme de 40 ans qui est en train de mourir, quoi. Qu'est-ce que tu dis dans ces textes? Je dis que je comprends plus le but de la vie, que j'ai du mal à trouver ma place dans le monde, que j'arrive pas à trouver quelque chose qui me donne envie de continuer spécialement, que je comprends pas que si ma mère ne m'a pas aimée assez fort, qui va m'aimer? Qui m'aimera? Et puis je savais pas non plus, en fait, t'es complètement perdue, je savais pas du tout comment devenir une femme. Je voyais mes copines qui me parlaient de projets de vie, de métier, tout ça, mais j'avais aucune idée de ce que c'était juste être une maman, être une femme. Je sais pas, je savais pas tout ça. J'étais juste un peu le bébé fardeau qui a été là posé et qui malheureusement va falloir assumer, tu vois. De quelle façon il avait une emprise sur toi, cette figure paternelle quelque part que tu avais Mm. trouvée en ce jeune homme? Et ben en fait l'emprise elle a été faite au bout de 3 semaines. On s'est rencontrés, donc on a parlé pendant 6 mois. Et au bout de 3 semaines, quand il s'est rendu compte que j'étais... Parce qu'en fait, il m'avait frappé la semaine d'avant. Et il a compris que j'étais le genre de femme à pouvoir partir. Tu vois, que je n'allais pas non plus Ouais, mais être soumise. qu'est-ce que tu as pensé quand un Quand il homme... m'a frappé pour la Bon, première fois, tu avais 15 ans, mais à 15 ans, tu oui, te mais dis j'avais quoi quand déjà tu te vécu fais ça. frapper par un homme pour Mais la en fait, j'avais première déjà fois? vu ça par un membre de ma famille que je n'ai pas cité, mais un membre très proche de ma famille qui frappait C'était ses normal pour compagnes. toi? C'est pas que c'était normal, c'est qu'en fait j'ai déjà vu ça et que je me suis dit mais jamais de la vie moi je serais comme tel membre de ma famille à me laisser taper dessus, jamais de la vie. Genre j'avais limite ces femmes-là elles me répugnaient, genre je me disais mais comment tu peux rester? J'étais ce genre de femme qui avait ce discours et honte à moi. Et Dieu il fait très bien les choses parce qu'il m'a mis un revers dans la gueule quoi. Et j'étais vraiment en mode mais comment tu peux rester? Mais quelle honte! Et au final bah, dès que c'est arrivé la première gifle j'ai dit ok je me casse. Sauf que c'est pas si simple en fait. Dès la première fois, c'est pas si simple parce que je suis une gamine de 15 ans, ma soeur est à l'étranger, j'ai pas de figure paternelle dans ma vie, j'ai pas quelqu'un qui va venir et qui va te dire maintenant tu la touches pas, c'est ma protégée. Personne me protège, je suis livrée à moi-même. Et lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit ah, elle a été prête à se barrer, et ben je vais lui enlever la seule chose qui psychologiquement va l'anéantir, qu'elle aura plus envie de se battre. Et comme il savait que pour moi, bah, une femme c'était un diamant, qu'il y avait ce truc de la pureté religieuse, une femme ne doit pas avoir de rapport avant le mariage. Tu étais vierge? J'étais vierge et il m'a violée, donc c'est comme ça que j'ai perdu ma première fois, ma virginité. Je me rappelle, j'avais un leggings gris avec des motifs éléphants et un t-shirt blanc. Et on était enfermés dans la pièce. Ça a duré genre 3 minutes où j'essayais de reculer. Il me rattrapait et sa force me bloquait. Je me rappelle que j'arrivais pas à parler. Comme si j'avais un énorme poids sur la poitrine qui, à l'heure actuelle où je te parle, me le refait. J'arrive pas à parler. Je compresse. Et puis ça, c'est fini. Comme on s'est débattu, j'avais son truc plein de sang qui avait touché mon t-shirt. Donc j'avais du sang sur le t-shirt. Et de là, il m'a poussée par terre. Il m'a dit maintenant reste par terre comme une chienne que tu es. Et c'est à ce moment-là où, en fait, où il a mis la laisse. La laisse a été mise ce jour-là.
Après avoir été violée? Ouais. C'est là où, pour moi, je me suis dit, bah, il a ma virginité, il a tout de moi. C'est bon, genre, c'est mort. J'ai plus de... C'est mort, genre, je vais pas sortir de ça. C'est lui, ça doit être le seul homme. Puisque aussi dans la religion, c'est ce qu'on apprend, qu'une femme ne doit pas avoir plus qu'un homme. Donc du coup, bah, ça a été lui qui l'a pris. Même si je lui ai pas donné, il l'a pris, c'est comme ça, c'est physique, donc c'est lui. Sauf qu'après, ça a été de pire en pire dans le sens où il arrive à rentrer dans ta tête. Et à partir de 15 ans et demi, j'avais 15 ans et demi, tu te dis, c'est soit je me fais violer, soit je me fais violer et frapper. Qu'est-ce que tu choisis au menu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu vas juste te faire violer ou est-ce que tu vas te faire étrangler et violer? Du coup, je me suis mise à choisir des choses comme ça. Tous les jours, je devais choisir qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais me prendre. Est-ce que je vais me faire enfermer? Est-ce qu'il va me jeter de l'autoroute parce que ça s'est passé? Est-ce qu'il va me casser une côte, un sternum parce que je vais refuser? Et le pire, c'est il te viole et il aime ça. Parce que je veux dire, les mots qui se sont dits et des mots que j'ai posés dans mes déclarations, c'était, je lui disais, mais pitié, arrête, j'ai mal. Parce qu'on va dire les mots, une femme qui ne mouille pas a mal. Une femme qui n'est pas excitée, c'est horrible comme douleur, t'as l'impression de te faire déchirer. Et c'est ce qu'on appelle des lésions, c'est des déchirures que tu as au vagin qui font extrêmement mal, où tu saignes. Et quand un homme te fait ça et que tu lui dis, je t'en supplie, t'es en train de me faire vraiment mal, pitié, arrête, et qui te regarde et qui te dit, continue de me supplier, j'aime ça. Tu te dis, mais en fait, c'est fini. Je vais lui demander d'arrêter, ça va l'exciter encore. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu fais la planche. Et quand tu fais la planche, c'est ce qu'il ose dire, parce que j'ai reçu des messages encore. T'aimais ça, espèce de salope. Et je te parle de messages que j'ai reçus il y a 1 mois. T'aimais ça, espèce de salope. Parce que je faisais la planche. Je bougeais plus, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je me débatte pour avoir encore plus mal? C'était régulier? Quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, et où il voulait. C'était à n'importe quel endroit, Sam. N'importe où, dans la rue, partout où il voulait, genre. J'ai crié, je me suis sauvée, j'ai porté plainte, il a fait des gardes à vue. Sans réponse, il n'y avait personne qui m'a aidée, genre. Personne. Et le pire, c'est après tout ça, l'État m'a aidée en me mettant dans un foyer, suite à une séquestration. Donc en fait, je me suis refait enfermer pour me refaire enfermer, donc encore une laisse, où on te dit, bah tu ne sors pas, tu as des heures, mais à quel moment j'ai le droit de vivre? Laissez-moi respirer 2 secondes. Je sors de chez ma sœur, je vais chez lui, je vais à la rue, je vais au foyer. Est-ce que je peux vivre? Quand on est face, excuse-moi de te poser la question, mais c'est parce que je connais pas cette situation et je cherche à comprendre. Pourquoi t'es pas partie? Pourquoi Comment? t'as pas cherché de... Est-ce que tu as cherché de l'aide auprès Comment? de parents d'amis, auprès de... J'étais très seule. J'en ai parlé à mes éducateurs qui m'ont emmené déposer des plaintes, mais une fois au commissariat, bah, j'ai eu le droit à tout. Hein. Autant j'ai eu le droit, d'ailleurs, je voulais faire un petit coucou à ceux qui m'avaient aidé de la séquestration, si vous êtes là, merci. Mais il y en a eu d'autres qui ont été mais abominables. Et des femmes, flics qui ont été abominables alors que j'avais 16 ans. Qu'est-ce qu'on te disait? Comment est-ce qu'on te recevait? Mais t'as joui pendant l'acte? Non, parce que si t'as joui, c'est pas un viol. Et je savais même pas ce que c'était que jouir, du coup. Puisque mes rapports à ça, c'était violent. Donc je comprenais même pas quelles questions me poser. Et en fait, on te pose tellement de questions dans le sens où est-ce que c'est toi qui l'as cherché? Ah, mais tu l'as énervé ou tu vois? Et c'est plein de petites choses où en fait tu te dis ah, bah, peut-être que c'est moi la coupable. Ah, mais en fait, c'est moi qui l'ai rendu comme ça. C'est pas lui qui est comme ça, c'est moi qui l'a rendu comme ça. Et en fait, j'en suis arrivée à un stade où je m'excusais auprès de lui. Il me frappait, je m'excusais. Pardon, genre je lui disais pardon. Un jour, par exemple, il m'a défoncé parce que je suis partie couper mes pointes de cheveux. Et que pour lui, une femme n'avait pas le droit de couper ses cheveux sans l'accord de son mari. Je me suis fait défoncer, je me suis retrouvée à le supplier de m'excuser. J'aurais fait n'importe quoi, mais des actes de fou, à me faire bouffer des rouges à lèvres parce que j'avais mis du rouge à lèvres, que pour lui, mettre du rouge à lèvres est signe d'allumeuse, donc tu vas être une pute. Ah, tu mets du rouge à lèvres, c'est pour aller baiser avec l'autre là, c'est ça? Mais baiser avec qui, enfoiré? Tu m'as violée. Qu'est-ce que tu crois comment un jour, je vais ne serait-ce qu'avoir envie? Tu vois, je me suis dit, mais en fait, c'est soit lui, soit je crève. Il y a une différence, Natania, entre le viol et le viol conjugal? Est-ce qu'il y a une différence en vrai? À part que c'est encore pire, parce que j'ai reçu tellement de gens qui m'ont dit mais c'est encore pire quand c'est de l'inconnu. Ah ouais? C'est pire quand c'est
Il n'y a pas de pire ou pas pire. C'est horrible quand tu rentres chez toi et qu'il y a un inconnu qui t'agresse et qui te vole sans même savoir qui il est. Comme c'est horrible quand tu rentres chez toi que c'est quelqu'un que tu as estimé, que tu as aimé. Parce que oui, j'ai aimé cet homme. Je ne sais même pas comment c'est possible. Mais même si à l'heure qu'il est, je veux me le mentir, ce serait me mentir à moi-même. Je l'ai aimé une période de ma vie. Et bien au final, c'est encore pire parce qu'il est tout le temps là. Tout le temps. C'est-à-dire que ça peut arriver à moi, je te jure qu'il me réveillait en plein milieu de la nuit. Et je dormais. Et il le faisait pendant que je dormais. C'est comme si tu le faisais à un mort, quoi. Et ça l'excitait. Donc à un moment donné, en fait, il n'y a plus de viol ou viol conjugal. C'est là où je ne comprends pas. C'est qu'à partir du moment où un homme, tu lui dis non, c'est non. Que ce soit ton mari ou l'amour de ta vie, ou même la veille, tu viens de baiser avec, tant mieux, très content. Mais à partir du moment où le lendemain, je te dis non et que tu insistes, c'est un viol. Et ça, je crois que beaucoup de femmes n'en ont pas conscience. Et qu'elles se disent, bah, non, c'est mon mari, donc je dois le faire parce que c'est mon mari et il faut que je lui donne ses besoins. Mais non, non, si tu n'as pas envie de te donner, c'est un viol. Et c'est là où elle s'en rend pas compte. Tu peux nous présenter le 4e objet Oui. pour parler de ta vie justement et d'une étape, un ordinateur. Un ordinateur. Ouais, c'est l'ordinateur qui... tu vois, du coup, je retrouve le sourire tout de suite. L'ordinateur parce que c'est ce qui m'a permis de trouver une lumière dans l'obscurité que je vivais. Dans le sens où j'étais dans une obscurité où je me dis, mais je suis dans un foyer, ok, 50 € par mois par l'État. Ils me disent que je ne suis pas prioritaire. Donc, traduction, le jour de tes 18 ans, t'es à la rue. Comment je m'en sors? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Et j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont dit, mais en fait, Nat, t'as toujours rêvé d'être journaliste, t'as toujours rêvé d'écrire. Je lui ai dit, oui, mais je peux pas reprendre les études, il faut que je travaille, il faut que je trouve un truc. Ils m'ont dit, mais écris ton blog. Écris, t'aimes écrire, écris. Et ne serait-ce que de réécrire, de recroire, parce qu'au final, se remettre à écrire, c'est que tu as envie d'avancer, c'est que tu as envie de voir un avenir, c'est que tu n'as plus ce truc de vouloir mourir. Donc en fait, ça a vraiment été, oui, ma lumière dans l'obscurité. Puis c'est l'ouverture aux autres aussi. C'est l'ouverture Ouais. au monde peut-être. Mais en fait, j'étais tellement dans un autre monde, tu sais, pour moi, quand j'ai commencé à aller sur Insta, que je voyais des meufs qui se mettaient en valeur et tout, je me suis dit, oh, c'est-à-dire, moi aussi, un jour, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir me mettre en bikini. Et d'ailleurs, tu sais que j'ai posté une photo en sous-vêtements avec un texte sur la violence conjugale. J'ai reçu énormément de commentaires, genre, mais quel est le rapport entre mettre ton corps, exposer ton cul et poster un texte sur les violences? Mais en fait, c'est là où vous ne comprenez pas que je reprends le fil de ma vie. Je reprends mon corps. Ce n'était plus son corps. Et cette photo, eh ben, je te jure, c'est une photo que j'ai faite pour un shooting il y a de ça quelques mois. Ça va faire 3 ans bientôt que je n'ai pas revu mon agresseur et je n'osais toujours pas poster cette photo. En me disant, mais qu'est-ce qu'il va me faire quand il va la voir? Tu vois? Donc, et à un moment, je me suis dit, mais en fait, Nat, oh, stop, arrête, reprends le fil de ta vie. Cette photo, tu vas la poster de 1 parce que t'es bonne. Voilà, maintenant je me trouve bonne, je le dis, je le fais. Donc, je me trouve bonne, je vais la mettre, c'est mon corps, j'en suis fière. Et c'est maintenant, alors qu'il est, mon corps, c'est toute ma vie. Alors que je l'ai tellement négligé, si tu savais, genre... horrible. Tu l'aimais pas ce corps? Je l'ai haï à un tel point. Et comment tu expliques aux gens, parce que tu es modèle photo, parce que cet ordinateur m'a emmené à pouvoir vivre des réseaux sociaux qui m'a vraiment sauvé la vie. Mais comment tu expliques aux gens que ce corps-là, qui est ton outil de travail, quand tu rentres chez toi, tu le caches? Parce qu'il faut savoir que je mettais des draps sur mes miroirs. Tu vois. Ou par exemple, chez moi, mes volets étaient toujours fermés. C'était vraiment l'obscurité chez moi. Il y a beaucoup d'obscurité, très peu de lumière. Ouais, très très peu de lumière parce que je voulais pas me voir. C'était plus mon corps que je voyais, genre c'était le sien. Genre il a été en prison, que j'ai repris le fil de ma vie, que je suis allée m'installer dans le sud. Le soir, je me couchais et pour la première fois, j'étais plus en foyer, donc j'étais plus sécurisée. J'étais seule. Je savais qu'il était enfermé dans une prison, que je faisais encore pipi au lit, tu vois. Je continuais à faire pipi au lit régulièrement parce que j'étais complètement terrorisée de savoir qu'il pouvait revenir. Dès que je regardais dans le miroir, c'est comme si je voyais que mon corps était normal, mais je revoyais ces bleus. C'est ça c'est la fois où il m'avait fait ça. Ah, ça c'est ça. Oh, le sternum. Ah, cette partie de mon corps, c'est ma poitrine, mais il y a le sternum qui l'a cassé entre-temps. Tu vois, c'était plus mon corps. À tel point que, tu vois, les grattoirs pour la peau, j'ai dû me laver peut-être 1 an avec les 10... les grains. Les grains. Je me brossais la peau en devenir rouge, quoi.
Mais tout mon corps Pour te nettoyer de ce qu'il d'une avait fait. culpabilité que tu n'avais peut-être, sans doute et certainement pas à avoir. Non, mais ça, je l'ai appris après. Je l'ai compris après avec les associations d'ailleurs. D'ailleurs, une association qui s'appelle S Imagine, où on est vraiment comprise et c'est vraiment à notre allure. On ne te pousse pas, vas-y, raconte-nous ta vie, quoi. C'est petit à petit. Et puis après, j'ai été voir une psy, après une sexologue aussi, parce qu'il était aussi temps qu'un jour je me dise que j'avais le droit, moi aussi, à avoir un plaisir charnel, à jouir, à kiffer, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, je me suis dit, mais c'est impossible, genre, j'arriverai jamais à me redonner un homme. C'est mon corps, je sais ce que j'en fais, je sais à qui je le donne, tu vois. Maintenant, j'en ai conscience. Tu nous présentes ton 5e objet? Ouais, 5e et dernier objet. Ta-la-la-la. Un talon. Un talon. Et Pourquoi beau un en talon? plus, hein. Ouais. Un talon parce que c'est une période aussi où j'ai repris. Ça y est, je redeviens une femme. Donc je ne suis plus un chien, je ne suis plus un animal, je ne suis plus barricadée de tous les côtés ou esclavagée. Non, ça y est, je prends conscience qu'en fait la femme c'est beau, c'est fort, genre. Bien sûr. C'est Mais le talon, je trouve que c'est assez ambivalent parce que pour moi, le talon, alors il y a une connotation de féminité extrême ouais, dans un talon, tu vois, dans une chaussure On comme sait. celle-ci. Donc c'est la féminité à poussée l'état- à son complètement. paroxysme, mais c'est aussi la douleur. Ouais, Parce que j'imagine que porter des talons c'est la très première fois, désagréable, ça fait très mal, tu tombes. Et c'est là où je veux c'est en pas une venir. posture normale. Oui, mais pour être une femme, on passe toutes. En tout cas, moi, je suis passée par là. Je parle en mon nom. Pour être une femme, j'ai dû, en tout cas, me battre. Tu vois, c'est pas, je suis pas devenue coquette du jour au lendemain. Tu vois, ça a été un travail. Je suis tombée, comme avec des talons, je suis tombée, je me suis fait mal, j'ai été blessée. Mais avec le temps, t'apprends à marcher droit, t'apprends à marcher fièrement et c'est ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que tu penses, de l'image de la femme dans notre société, de la place de la femme dans la télé-réalité, tiens, vu que t'en fais? Justement, j'ai été assez surprise. J'ai été assez surprise parce que, en fait, j'arrivais pas. Tu sais, moi, en tant que. Comment j'ai été privée d'être une femme, quand j'ai reappris à ce que c'était une femme, je voyais ça comme waouh, c'est genre, c'est fort, c'est incroyable. Et puis en fait, je me suis dit, mais ok, j'arrive dans la télé, d'accord. Je vois qu'au final, on est quand même un peu des bouts de viande, que ce soit pour les producteurs comme pour les candidats. Donc je me suis dit, mais en fait, c'est ça la femme. Donc en fait, on s'est battu, on fait tout ça pour être anéanti à un bout de viande, parce que c'est vraiment ce qu'on est. On ne s'habille pas comme on veut par la production, on est restreint dans le sens où on peut pas vraiment s'habiller comme on veut. On a toujours des codes pas trop transparents parce que sinon on va dire que c'est trop sexy alors que les mecs ont le droit de faire ce qu'on veut. Quand on arrive sur un tournage, les mecs savent qu'on est un peu genre la chair fraîche, tu vois, les cadeaux comme ils nous appellent. Je sais pas, est-ce qu'à un moment donné, nous, qu'est-ce que ça ferait à un homme si nous, une bande de meufs, arrivait, ah, il y a mon morceau, ah ouais, je vais le baiser, hein. Je vais me le faire, hein. Puis après, je vais le jeter, non, c'est bon, non, je veux me taper un peu toutes les queues qu'il y a dans la télé. Parce que c'est comme ça qu'ils parlent. C'est comme ça qu'ils parlent et c'est drôle, c'est marrant. Ah bah oui, c'est marrant de se dire que j'ai tapé plein de meufs dans la télé, c'est trop drôle. T'as un mec frais, t'as un mec côté, tu vois. Mais non, la meuf, ah, t'as un mec, t'es une salope. Et franchement, moi, c'est apeurant de voir à quel point la femme, elle est en dessous de tout, quoi. On la maltraite, on la dénigre, il n'y a aucun moment on la met en valeur. C'est quoi être une femme pour toi? Être une femme, c'est avoir conscience déjà qu'on s'est battu, déjà ne serait-ce que pour avoir les mêmes droits que les hommes. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Que malgré le fait que ce soit la femme qui mette au monde tous ces hommes qui sont sur cette planète, parce que je crois qu'ils l'oublient, que c'est une femme qui les a mis au monde et qui sortent d'une chatte, d'un vagin. Tu vois, cette chatte et vagin que ton père a procréé, que tu maintenant insultes et dénigres. C'est ça qui me rend fou. C'est comment tu peux insulter la femme alors que tu viens d'une femme, tu vois. Donc être une femme, c'est de base être le pilier du monde, tu vois. C'est ça, c'est savoir endosser tellement de choses. Parce que crois-moi, et ça, l'expression derrière chaque grand homme se cache une femme, mais c'est pas derrière chaque grand homme, c'est derrière chaque homme se cache une grande femme, parce que c'est comme ça, c'est en vrai, il y a toujours ce côté de la femme derrière. La femme gagne encore moins bien qu'un homme, la femme a toujours ce côté plus salope qu'un homme, alors qu'elle va faire exactement la même chose. Une femme ne peut pas s'habiller parce que quand j'entends des choses, oui mais tu l'as cherché,
Une femme qui s'habille court et qui après se prend des insultes, ouais, mais tu l'as cherché. Mais ça veut dire quoi? Donc parce que je vais montrer plus de mon corps, je suis une salope. Mais en quoi montrer mon corps va faire de moi une salope? En quoi toi, un homme qui va prendre du plaisir avec 10 meufs, pourquoi une femme n'a pas le droit de prendre du plaisir avec 10 hommes? Et puis on en voit plein des hommes aussi sur les réseaux sociaux qui montrent leur torse, Mais il y qui a se que montrent ça. sexy. Pourquoi une femme est jugée salope alors dans ce cas? C'est ça que je comprends pas. Et je pense que, écoutez, d'ailleurs, si quelqu'un a des réponses à m'exprimer, j'aimerais savoir pourquoi. Oui, vous nous le dites dans la barre des commentaires. J'aimerais hein. comprendre la mentalité, quoi. Donc si on doit faire le bilan Mm. de ce parcours de vie difficile, Mm. mais lumineux Ouais. en même temps, parce qu'aujourd'hui tu es une femme lumineuse, Ouais, j'aime trop la vie. tu as été marquée par ton histoire, Mm. par ton rapport à la famille. Ouais, Tu as un rapport particulier à ta maman. j'ai un rapport très particulier et en fait, il faut savoir que chaque chose dans sa vie a son importance. Voilà, chaque chose dans sa vie a son importance et que je pense qu'il est quand même très important de s'écouter. Et moi, c'est des choses que je n'ai pas faites. Et si je peux éviter des gens de faire les mêmes erreurs que moi, ce serait ça. C'est que je n'ai pas pris le temps de m'écouter. Je n'ai pas pris le temps de me regarder et de m'aimer surtout. Je ne m'aimais pas. Après ton 8e anniversaire, Mm. ta vie bascule complètement. Complètement, ouais. Tu passes de la petite fille heureuse à une petite fille Sauvage. qui se pose énormément de questions, Ouais, qui Ouais. reste sans réponse. ouais, très introvertie et tout, ouais. Tu te sens prise au piège, Mm. en laissé. Ouais, ben c'est ça, en laissé. Ouais, complètement. En fait, c'est tout ça est le début de la suite de mon histoire. C'est-à-dire que avec les yeux de maintenant Nathania de 20 ans, quand je regarde cette petite fille à 8 ans qui se met dans la cour de côté et qui va pour taper une fille qui lui dit c'est toi qui as tué ta mère, il y a toujours cette agressivité et ça, en fait, ça en dit long sur ce que je vais vivre après. Parce qu'il y a ce rapport de force que je vais chercher plus tard, tu vois. Donc tout a son cheminement pour une raison. Tout arrive pour une raison. Ton émancipation, elle se crée au travers des réseaux sociaux, au Ouais. travers du symbole de l'ordinateur, donc quelque part Ouais. Internet, l'ouverture Internet, au monde, l'ouverture au monde la complet. rapidité, le moyen de communiquer, de s'ouvrir Bah, aux surtout, autres et de se raconter. Bah ouais, surtout de voir qu'au final, tout ce que tu as vécu, c'est pas la vraie vie, quoi. Moi, quand j'ai commencé à avoir mon ordinateur et tout, je me rappelle avoir commencé à regarder Pervers narcissique. Et en fait, je me suis dit, waouh, je suis pas la seule. Mais en fait, c'est là où tu prends conscience de plein de choses. Tu te dis, ah, mais en fait, sur Internet, ce qui m'a fait a un mot. Ah, ça a un mot. Ce que je suis en train de vivre, ça a un mot. Tout prend sens dans ma vie. En fait, c'est comme si j'étais enfermée dans une petite bulle où on me cachait les yeux. Parce que dès que j'ouvrais les yeux, je savais que j'allais prendre mon envol. Et l'ordinateur, ça a été mon envol. C'est, ça y est, les gars, maintenant j'ai ouvert les yeux, plus personne va me stopper. Tu vois? Et enfin, aujourd'hui, depuis quelques temps, depuis plusieurs mois, Mm. tu découvres que tu es une femme à part Ouais. entière, Oui. que tu as des droits, J'ai des droits, que j'ai tu des peux être envies, heureuse, que tu peux être belle. C'est ça que je comprends. que je peux me montrer, que je peux sortir. Maintenant, je prends tellement plaisir à sortir coquette. Mais si tu savais le kiff que c'est. Mais tu sais comment c'était un plaisir la première fois que je suis sortie de mon appartement avec du rouge à lèvres et une paire d'escarpins ou pas? Je me suis dit, hé les gars, je vais sortir avec du rouge à lèvres rouge, une mini-jupe, des escarpins et je vais pas me faire frapper. C'est pas ouf? Et au final, c'est la vie. Maintenant, je prends plaisir, mais 1000 fois. Conclusion, l'illusion est la Mm. plus grande apparence de la vérité, C'est vrai. j'ai envie de te dire. C'est vrai. Et il ne faut pas oublier que, comme je le note partout et comme je ne cesserai de le redire, rien n'est insurmontable. Voilà, il n'y a pas... je sais que plein de fois dans la vie de tout le monde, on s'est tous déjà dit oh, « c'est impossible, j'arriverai jamais à surmonter ça, j'arriverai jamais, que ce soit par un deuil ou que ce soit par une épreuve très compliquée. » Il faut vraiment, à ce moment-là, prendre le recul de se dire que ça fait partie de la vie. Et cette chose horrible qui est en train de t'arriver va t'apporter, même si là tout de suite c'est compliqué d'y croire, va t'apporter une chose incroyable plus tard. Donc rien n'est insurmontable, il faut continuer de se battre. Eh ben, merci Nathania de nous avoir permis de te découvrir, de Merci à découvrir toi. ton parcours de vie au Mm. travers de ces Ces 5 5 objets objets. qui matérialisent ce que tu as vécu, qui matérialisent quelque part et qui sont le symbole de ton histoire. Vous n'hésitez pas à la maison à me dire dans la barre de commentaires de cette vidéo quelle est la personnalité que vous aimeriez découvrir autrement en interview pour devenir qui je suis. J'espère que cette vidéo va vous inspirer, vous a J'espère. plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle interview pour devenir qui je suis. À très vite.